Depuis l'éclatement du conflit, rarement la capitale ukrainienne aura traversé une tourmente civile d'une telle ampleur. À Kiev, la nuit a été marquée par des bombardements russes d'une intensité redoutable, plongeant des milliers d'immeubles dans le froid, privés de chauffage au cœur de l'hiver. Face à cette situation alarmante, le maire, Vitali Klitschko, s'est adressé sans détour à la population, invitant ceux qui en ont la possibilité à quitter provisoirement la ville pour se mettre à l'abri. Selon Klitschko, près de 6 000 immeubles d'habitation, soit presque la moitié du parc résidentiel de Kiev, ont été coupés du chauffage central. Un nombre non précisé de bâtiments a également perdu l'approvisionnement en eau, aggravant ce qu'il a appelé une situation extrêmement difficile pour une ville de près de 3 millions d'habitants. Je lance un appel aux résidents de la capitale qui ont la possibilité de quitter temporairement la ville, a écrit Klitschko sur Telegram, exhortant les gens à se déplacer vers des zones disposant de sources alternatives de chauffage et d'électricité. Il a décrit l'attaque nocturne comme les frappes les plus douloureuses que Kiev a subies pendant le conflit. La crise se déroule alors que de fortes chutes de neige et des températures glaciales saisissent la région, augmentant fortement les risques pour les résidents âgés, les enfants et ceux qui n'ont pas d'alimentation électrique de secours. Les responsables ukrainiens affirment que les équipes d'urgence se précipitent pour rétablir les services. Mais Klitschko a averti que seuls certains bâtiments pourraient voir le chauffage rétabli d'ici le soir, sans calendrier clair pour un rétablissement complet. Dans un message de suivi, le maire a appelé les résidents qui ont encore du chauffage et de l'électricité à aider les voisins dans le besoin, les invitant à l'intérieur pour se réchauffer, cuisiner de la nourriture ou recharger des appareils. Il a également rappelé aux citoyens que Kiev dispose de plus de 1200 abris de chauffage d'urgence, connus sous le nom de points d'indestructibilité, offrant chaleur, repas chauds et stations de recharge. L'ampleur de cette crise est difficile à exagérer. Près de 6 000 immeubles d'habitation sans chauffage central en plein hiver, c'est une catastrophe humanitaire qui se déroule en temps réel. Kiev est une ville de près de 3 millions d'habitants et la moitié de son parc résidentiel se retrouve soudainement sans la capacité de chauffer les appartements alors que les températures descendent en dessous de zéro. Le maire Klitschko a été très clair dans son message. Il ne s'agit pas simplement d'une panne temporaire qui sera résolue rapidement. C'est une situation extrêmement difficile, selon ses propres mots, et il demande aux gens qu'ils peuvent de quitter la ville. C'est un appel à l'évacuation, même si ce n'est pas formulé comme un ordre obligatoire. Pour ceux qui restent, la situation est désespérée. Les températures hivernales ukrainiennes peuvent facilement descendre bien en dessous de zéro et sans chauffage central, les appartements deviennent rapidement inhabitables. Les personnes âgées et les enfants sont particulièrement vulnérables à l'hypothermie dans ces conditions. Klitschko a également mentionné qu'un nombre non précisé de bâtiments a perdu l'approvisionnement en eau. Cela aggrave considérablement la crise car sans eau courante, les gens ne peuvent pas se laver, cuisiner ou maintenir des conditions sanitaires de base. Combiner la perte de chauffage avec la perte d'eau crée une situation où les appartements deviennent littéralement invivables. Le maire a tenté d'offrir des solutions pour ceux qui ne peuvent pas évacuer. Il a appelé les résidents qui ont encore du chauffage et de l'électricité à ouvrir leurs portes aux voisins dans le besoin. Cette solidarité entre voisins pourrait sauver des vies dans les jours à venir, alors que les équipes de réparation travaillent pour rétablir les services. Klitschko a également souligné que Kiev dispose de plus de 1200 points d'indestructibilité. Ce sont des abris d'urgence mis en place spécifiquement pour ce type de situation. Ils offrent chaleur, repas chaud et la possibilité de recharger des appareils électroniques. Pour beaucoup de résidents de Kiev, ces centres deviendront probablement des refuges essentiels dans les jours à venir. Mais même avec ces mesures, la réalité reste sombre. Klitschko a averti que seuls certains bâtiments pourraient voir le chauffage rétabli d'ici le soir et il n'y a pas de calendrier clair pour savoir quand tous les services seront complètement rétablis. Cela signifie que certaines personnes pourraient être sans chauffage pendant des jours, voire des semaines, en plein hiver. L'attaque a été décrite par le maire comme les frappes les plus douloureuses que Kiev a subies pendant tout le conflit. C'est une déclaration remarquable étant donné que Kiev a été frappé à plusieurs reprises depuis le début de la guerre. Mais cette fois, l'impact sur l'infrastructure civile semble avoir été particulièrement dévastateur. Moscou, pendant ce temps, affirme que les frappes ont ciblé des sites de production de drones, des infrastructures énergétiques et d'autres installations liées à l'effort militaire. Les responsables russes affirment que les attaques sont une représaille pour ce qu'ils décrivent comme une tentative ukrainienne, fin décembre, de frapper la résidence du président Vladimir Poutine, une allégation que Kiev a niée à plusieurs reprises.
La Russie affirme que sa campagne de frappe plus large est une réponse aux attaques ukrainiennes répétées sur l'infrastructure énergétique russe et à ce qu'elle appelle des frappes aveugles sur des civils. L'impact du conflit se fait sentir des deux côtés de la frontière. Dans la région russe de Belgorod, les responsables affirment que des frappes aériennes ukrainiennes ont laissé plus d'1 demi-million de personnes sans électricité, avec des centaines de milliers perdant également le chauffage et l'eau, alors que les températures planaient près du point de congélation. La ville d'Orel aurait également subi des pannes majeures. Alors que l'hiver s'approfondit, la guerre est de plus en plus menée non seulement sur le champ de bataille, mais à travers les réseaux électriques, les systèmes de chauffage et les nécessités de base dont les civils dépendent pour survivre. Ce que Moscou appelle une semaine de percée sur le champ de bataille entre maintenant en collision avec l'un des barrages de missiles les plus lourds que l'Ukraine a vus depuis des mois. La Russie revendique de nouveaux gains territoriaux, des milliers de pertes ukrainiennes et la première utilisation confirmée de son nouveau missile balistique Oreshnik. Le ministère russe de la Défense affirme que ses forces ont réalisé des avancées significatives au cours de la semaine passée, revendiquant la capture de 5 localités à travers plusieurs régions. Selon Moscou, des groupes de combat opérant à Soumy, Kharkiv, Donetsk, Zaporizhia et Dnipropetrovsk ont poussé plus profondément dans les défenses ukrainiennes. Le ministère affirme que ces gains sont venus à travers des assauts terrestres coordonnés sur plusieurs fronts, marquant ce qu'il décrit comme un élan soutenu sur le champ de bataille. L'armée russe affirme que le groupe de combat Nord a pris le contrôle de Grabski dans la région de Soumy, tandis que le groupe de combat Ouest a avancé à Kharkiv pour capturer Podoli. À Donetsk, Moscou revendique que le groupe de combat Sud a libéré Dachny. Le groupe de combat Est, pendant ce temps, aurait saisi Zelenipol à Zaporizhia et Bratke dans la région de Dnipropetrovsk, élargissant l'empreinte de la Russie au-delà des lignes de front traditionnelles. Parallèlement aux revendications territoriales, la Russie a rapporté de lourdes pertes ukrainiennes. Le ministère de la Défense affirme que près de 8800 soldats ukrainiens ont été tués au cours de la semaine, le groupe de combat Centre représentant le nombre le plus élevé. Moscou affirme également que ses défenses aériennes ont intercepté plus de 1300 drones ukrainiens et abattu 5 missiles guidés à longue portée Neptune. Des chiffres que l'Ukraine n'a pas confirmés de manière indépendante. Du 3 au 9 janvier, la Russie affirme avoir effectué une frappe massive et 4 frappes de groupe à travers l'Ukraine. Les cibles, selon Moscou, comprenaient des installations militaro-industrielles, des infrastructures énergétiques, des aérodromes, des ports, des dépôts de munitions et des sites de production et de formation de drones. Les frappes se sont étendues bien au-delà des lignes de front, signalant une stratégie visant à dégrader la profondeur opérationnelle de l'Ukraine. Dans une escalade significative, la Russie a confirmé qu'elle avait utilisé son nouveau missile balistique Oreshnik lors de la dernière vague d'attaque. Bien que Moscou n'ait pas divulgué d'emplacement d'impact exact, les médias russes ont rapporté que le missile a frappé une installation majeure de stockage de gaz souterrain dans la région occidentale de Lviv en Ukraine. Les responsables ukrainiens ont déclaré qu'un missile balistique à grande vitesse a frappé des infrastructures critiques, bien que le type d'arme reste sous enquête. C'est la première utilisation confirmée de l'Oreshnik dans le conflit, et cela représente une escalade importante dans les types d'armement que la Russie déploie. Le missile Oreshnik est un système balistique de nouvelle génération que la Russie a développé spécifiquement pour ce type de conflit. Sa capacité à frapper des cibles profondément à l'intérieur du territoire ukrainien avec une grande précision en fait une arme particulièrement dangereuse pour les infrastructures critiques comme les installations de stockage de gaz. Le choix de cibler une installation de stockage de gaz dans la région de Lviv est également stratégiquement significatif. Elle est dans l'ouest de l'Ukraine, loin des lignes de front. C'est une zone qui a été relativement épargnée par les combats terrestres. En frappant là-bas avec un nouveau système de missiles, la Russie envoie un message clair qu'aucune partie de l'Ukraine n'est hors de portée. Les installations de stockage de gaz sont également des cibles particulièrement précieuses en hiver. Le gaz naturel est essentiel pour le chauffage et détruire ou endommager ces installations aggrave directement la crise humanitaire que Kiev et d'autres villes ukrainiennes traversent actuellement. Les médias russes ont souligné l'utilisation de l'Oreshnik comme une démonstration de capacité militaire avancée. Pour Moscou, c'est une façon de montrer que la Russie continue d'innover et de déployer de nouveaux systèmes d'armes, même après des années de conflit. Du point de vue ukrainien, l'introduction de l'Oreshnik dans le conflit est profondément préoccupante.
Cela suggère que la Russie a encore des capacités qu'elle n'a pas pleinement déployées et qu'elle est prête à escalader davantage si nécessaire. L'Ukraine affirme que les frappes nocturnes ont tué au moins 4 personnes à Kiev et blessé plus de 20 personnes, y compris des intervenants d'urgence. Plusieurs quartiers ont été touchés alors que des drones et des débris de missiles ont endommagé des immeubles résidentiels, déclenchant des incendies et coupant l'électricité, l'eau et le chauffage. L'un des morts était un travailleur médical d'urgence qui répondait à l'attaque. C'est un détail particulièrement tragique, car cela souligne les dangers auxquels font face non seulement les civils ordinaires, mais aussi ceux qui essaient de les aider. Les intervenants d'urgence deviennent eux-mêmes des victimes alors qu'ils tentent de sauver d'autres vies. Selon les responsables de la ville, la Russie a décrit les frappes comme des représailles pour une prétendue attaque de drones ukrainiens sur la résidence du président Vladimir Poutine, une accusation niée à la fois par Kiev et Washington. Cette allégation russe d'une tentative d'attaque contre Poutine a été utilisée pour justifier l'intensification des frappes sur les infrastructures civiles ukrainiennes. Mais Kiev et Washington nient catégoriquement toute tentative de frapper la résidence de Poutine. Du point de vue ukrainien, c'est simplement un prétexte que Moscou utilise pour justifier ce qui est essentiellement une campagne délibérée pour rendre les villes ukrainiennes invivables pendant l'hiver. La stratégie russe semble claire. En ciblant les infrastructures énergétiques et de chauffage en plein hiver, Moscou tente de briser le moral civil ukrainien et de forcer une capitulation par la souffrance des civils plutôt que par des victoires militaires sur le champ de bataille. Cette approche transforme la guerre en une compétition sur qui peut infliger le plus de souffrance à la population civile de l'autre côté. Du côté russe, les responsables de Belgorod rapportent que plus d'1 demi-million de personnes se sont retrouvées sans électricité à cause de frappes ukrainiennes, avec des centaines de milliers perdant également le chauffage et l'eau. Les deux côtés accusent l'autre de cibler délibérément des civils et des infrastructures civiles. La réalité est que les civils des deux côtés souffrent alors que la guerre s'intensifie. Alors que l'hiver s'approfondit, cette guerre des infrastructures devient de plus en plus mortelle pour les populations civiles qui dépendent de l'électricité, du chauffage et de l'eau pour survivre. Dis-nous en commentaire si tu penses que cette stratégie brisera le moral civil ou si elle ne fera qu'endurcir davantage les deux camps. Si cette analyse t'a aidé à comprendre la gravité de ce qui se joue en Ukraine en ce moment, mets un like, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien manquer de la suite.